J'ai jeté toutes tes affaires. De toute façon, tu n'as pas besoin de ces meubles de mauvais goût, n'est-ce pas? Ce fut la première chose que ma sœur m'a dite lorsque je suis rentrée chez moi, après avoir mis les pieds dans ma ville natale pour la première fois en 6 mois. Je m'appelle Delphine et j'ai 35 ans. Je travaille comme responsable marketing dans une grande entreprise technologique française. Il y a 6 mois, j'ai enfin réalisé l'un de mes rêves, j'ai acheté ma toute première maison neuve. Mais avant même d'avoir le temps de profiter pleinement de ce bonheur, mon entreprise m'a affecté à un poste de 6 mois à Singapour. C'était une incroyable opportunité de carrière, il n'y avait aucune raison de refuser. La seule chose qui m'inquiétait était de laisser ma toute nouvelle maison complètement vide. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'en parler à ma mère et lui ai finalement donné un double des clés, juste au cas où. Tu es toujours si responsable, Delphine. Ne t'inquiète pas pour la maison. Concentre-toi juste sur ton travail. Je l'ai remercié sincèrement pour sa gentillesse, remplie d'espoir en quittant la France pour Singapour. La vie à l'étranger était trépidante et excitante. Le temps a filé rapidement. Le travail s'est bien passé, et à l'approche de ma date de retour, j'ai reçu un court message de ma mère qui m'a noué l'estomac. Ta sœur a divorcé. Elle traverse une période difficile. Pour être honnête, ma sœur et moi ne nous sommes jamais vraiment bien entendus. Elle a toujours été émotive, impulsive et prompte à blâmer les autres pour les conséquences de ses propres décisions. Alors, quand j'ai appris qu'elle divorçait à nouveau, enceinte de son 4e enfant, ma première réaction a été plus proche de la résignation que de la surprise. Bien sûr, ses enfants, mes neveux et nièces, sont innocents. Penser à eux me serrait le cœur, mais c'était toujours le problème de ma sœur. Je n'avais ni le besoin ni l'obligation de m'en mêler. Mais cette limite serait franchie avec une facilité choquante pendant que j'étais à l'autre bout du monde. Le deuxième appel de ma mère n'était pas pour demander, c'était pour m'informer. Ta sœur n'avait nulle part où aller. Alors j'ai décidé de la laisser rester dans ta maison pendant un certain temps. Sa voix était joyeuse, presque fière, comme si elle avait fait une brillante découverte. Attends, quoi? Dans ma maison? Tu ne peux pas décider ça toute seule. Ma protestation ne l'a pas émue du tout. De quoi parles-tu? J'ai le double des clés et tu n'es même pas là. Vous êtes sœurs. C'est tout naturel de s'entraider en cas de besoin. Cela peut sembler raisonnable en surface, mais en réalité, c'était du chantage moral, une exigence que je sacrifie ma propriété et ma vie privée pour le bien de la famille. Pourtant, je ne comprenais pas encore à quel point les choses étaient graves. Au pire, j'imaginais ma sœur s'écraser sur le canapé du salon pendant un certain temps. Connaissant la personnalité de ma sœur, cela seul était insupportable. Mais pour l'instant, je n'avais d'autre choix que d'endurer. La réalité, cependant, s'est avérée bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Quelques jours plus tard, une amie du quartier m'a appelé en visioconférence et m'a donné le premier aperçu du désastre qui se déroulait chez moi. Delphine, il y a un camion de déménagement garé devant chez toi et il décharge des meubles de bébé. Tu fais des travaux? J'ai senti le sang quitter mon visage et j'ai immédiatement appelé ma mère. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Que veux-tu dire par travaux? Même là, elle semblait calme. Oh, c'est que ta sœur va bientôt avoir un bébé, n'est-ce pas? Alors, nous avons décidé de transformer ta chambre en chambre de bébé. J'ai eu le vertige de rage. Ma chambre? C'est ma maison. Mais ma mère a dit, ne te tracasse pas pour des détails, et a raccroché. Je suis rentrée chez moi aussi vite que possible. La maison qui était censée être le symbole de mon succès, mon sanctuaire personnel, se tenait devant moi. Mais au moment où j'ai ouvert la porte d'entrée, la scène qui m'a accueilli m'a fait me demander si je m'étais trompée d'endroit. Une poussette était abandonnée dans le couloir. Un sac à langer s'était renversé sur le sol, et l'air sentait le lait infantile et le talc pour bébé. Quand j'ai ouvert la porte du salon, le choc n'a fait que s'accentuer. Le canapé italien que j'avais soigneusement choisi avait disparu, remplacé par des jouets éparpillés et des dessins au crayon barbouillés sur les murs. Paniquée, je me suis précipitée vers la chambre et j'ai figé. Ce que j'ai vu était un cauchemar. Les murs étaient peints d'un rose vif aveuglant. Un mobile bon marché en forme d'étoile pendait du plafond.
Et le sol était couvert de tapis de jeu à motifs d'animaux. Et au milieu de cette horreur, berçant un bébé que je ne reconnaissais même pas, se trouvait ma sœur. Oh, tu es de retour. Ce fut sa première phrase envers moi après 6 mois. Pas de surprise, pas de joie. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi es-tu ici? Où sont mes meubles? Elle a soupiré dramatiquement comme si c'était moi qui étais déraisonnable et a répété les mêmes mots qu'elle m'avait salués. Je n'avais nulle part où aller après le divorce. Maman m'a donné la clé. Nous sommes de la famille. C'est tout naturel de s'entraider, n'est-ce pas? Son impudence a fait monter ma colère en flèche. Sans un mot de plus, je me suis retournée et j'ai conduit directement chez mes parents pour les confronter. Mon père s'est contenté de froncer les sourcils dans un silence troublé tandis que ma mère a réellement ri et a dit « Oh, Delphine, vraiment la famille s'entraide. Ta sœur a tellement traversé. » Ils étaient hors d'eux. J'ai tourné les talons et je suis partie directement, m'enregistrant dans un motel voisin. Allongée sur les draps froids, j'ai pris ma décision dans un silence absolu. Ce n'était plus quelque chose qui pouvait être résolu par la discussion. C'était une guerre pour tout ce que je possédais. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, je suis allée directement au commissariat de police local. Si j'expliquais tout, peut-être pourraient-ils expulser ma sœur pour intrusion. Un faible espoir, mais le seul qui me restait. Mais la réaction de l'agent d'âge moyen à la réception a complètement brisé mes attentes. Au début, il a écouté avec sympathie. Mais quand il a appris que l'intrus était ma sœur et qu'elle avait obtenu la clé de notre mère, son expression est passée à une indifférence lasse. Donc, c'est une affaire de famille. Je suis sûre que votre sœur a ses raisons. Plutôt que d'aggraver les choses, il serait peut-être préférable que votre famille s'asseye et discute. Je pouvais à peine croire ce que j'entendais. Discuter. Avec cette famille absurde, que reste-t-il à discuter? Ce ne sont pas des gens avec qui on peut raisonner. Ma propriété a été violée. J'ai haussé la voix et il a répété sa phrase habituelle. Je crains que nous ne puissions pas faire grand-chose. Étant donné que votre mère lui a donné la clé, il serait difficile de prouver l'intention d'entrée illégale. Cela relève de ce que nous appelons un litige civil domestique, et la police n'est pas autorisée à intervenir. Je suis désolée. Ces mots ont frappé comme un verdict, un rejet froid de ce que j'avais cru être la dernière ligne de défense. En sortant du commissariat, engourdie et furieuse, j'ai ressenti du désespoir. Et en dessous, quelque chose de plus fort, une colère silencieuse et brûlante. La société, la loi, la justice. Aucune d'elles n'était de mon côté. Bien. Si le système ne m'aidait pas, je me battrais selon mes propres règles, mais avec ma propre justice. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler la liste des conseillers juridiques de mon entreprise jusqu'à ce que je trouve le nom dont j'avais besoin, Robert, un avocat connu pour son expertise en matière de litiges immobiliers. Heureusement, il a pu me rencontrer cet après-midi même. J'ai organisé la chronologie des événements et je me suis rendue directement à son cabinet. En le voyant en personne, pas seulement à travers un écran, son regard vif et stable m'a immédiatement rassurée. Il a tout écouté sans m'interrompre. Puis, d'une voix calme mais ferme, il a dit, la police avait raison sur un point. Il s'agit d'une affaire civile, et en droit civil, les preuves sont tout. Les émotions et la sympathie n'ont aucun poids devant un tribunal. Delphine, votre combat pour récupérer votre maison commence ici. Ces mots ont allumé un feu en moi. Il n'y avait plus de place pour l'apitoiement. Je rassemblerai les armes dont j'avais besoin pour gagner sur le champ de bataille du tribunal. Des preuves, hein? Ai-je répété pensivement. Mais je ne peux même pas entrer librement dans la maison. Comment suis-je censé les recueillir? Robert a souri faiblement, un stratège révélant son premier mouvement. Il y a un moyen. Vous n'avez pas besoin de la confronter directement. Vous avez juste besoin de frapper au point où elle s'y attend le moins, légalement. Son plan était le suivant. Je dirais à ma sœur que je refinançais mon prêt hypothécaire et que la banque exigeait une évaluation officielle de la propriété. C'était une excuse tout à fait plausible, une procédure normale pour tout propriétaire.
Puisque ma sœur n'était pas la propriétaire, elle n'avait aucune autorité légale pour bloquer l'évaluation. Et l'évaluateur, en fait un enquêteur de confiance engagé par Robert, effectuerait une inspection approfondie pendant que je l'accompagnerais en tant que propriétaire. L'objectif était de documenter chaque recoin de la maison avec des photos et des vidéos de haute qualité, l'état complet des dégâts. Elle résistera probablement au début, mais si vous lui dites qu'obstruer une évaluation bancaire officielle pourrait nuire à sa situation juridique, elle n'aura d'autre choix que d'accepter. Il avait absolument raison. Au début, ma sœur a essayé de traîner, marmonnant quelque chose à propos d'être occupée. Mais quand je lui ai dit que mon avocat informerait la banque si elle refusait, elle a consenti à contre-cœur. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée une fois de plus devant ma maison. Cette fois, avec l'évaluateur à mes côtés. Quand ma sœur a ouvert la porte, elle m'a jeté un bref coup d'œil et s'est détournée avec un froncement de sourcils. Mais je ne m'en souciais plus. Gardant mon sang-froid, j'ai suivi l'enquêteur à l'intérieur. Il a parcouru méthodiquement les pièces, carnet en main, filmant tout avec une petite mais puissante caméra. Nous devrons enregistrer l'état de chaque pièce à des fins d'évaluation, a-t-il dit d'un ton professionnel. Ma sœur ne soupçonnait rien. Chaque tache sur le sol, chaque marque de crayon sur les murs, chaque centimètre de la chambre principale maintenant noyée dans une peinture rose criarde. Tout a été documenté avec soin et minutie sous le couvert d'une évaluation officielle. Alors qu'elle se tenait là, inconsciente, je l'ai regardée de dos et j'ai pensé silencieusement. Plus que quelques coups jusqu'à l'échec et mat. Cet après-midi-là, je suis allée directement au cabinet de Robert. J'ai transféré les vidéos et les photos sur son ordinateur. Il s'est penché en avant, étudiant chaque image avec attention, en particulier les murs griffonnés et la chambre principale profanée. Un pli profond s'est formé entre les sourcils de Robert, et j'ai regardé comment il a lentement changé, non pas en surprise, mais en une colère calme et professionnelle. Puis il s'est tourné vers moi avec une question tranchante. Excellente preuve. Mais dites-moi, Delphine, avez-vous des preuves de l'apparence de la maison avant les dégâts? Oui, ai-je répondu immédiatement. J'étais si heureuse quand j'ai acheté l'endroit que j'ai pris des photos de chaque recoin, comme un magazine. J'ai ouvert mon ordinateur portable et partagé un dossier de mon lecteur cloud intitulé « Ma maison ». À l'intérieur se trouvaient des images d'un salon impeccable, d'élégants parquets en noyer et d'une chambre principale sereine avec des murs doux et blancs cassés. Robert a alterné entre les photos et la vidéo des dégâts que je lui avais montrés, hochant la tête avec satisfaction. Parfait. Avec cela, nous pouvons prouver l'intention malveillante au-delà de tout doute. Il n'y a pas de place pour le débat. Ils ne s'attendront jamais à ce que vous ayez des preuves aussi complètes. Ce sera notre arme la plus puissante. Puis il a exposé la première étape de notre contre-attaque. D'abord, sur la base de ces preuves, exigeons immédiatement leur départ. Nous enverrons une lettre recommandée avec accusé de réception à votre sœur et à vos parents. L'avis contiendra 2 points. Premièrement, un ordre de quitter les lieux immédiatement. Deuxièmement, un avertissement que tous les dommages matériels seront évalués après la remise des clés et que les coûts de restauration complets seront réclamés par voie légale. Nous ne préciserons pas encore de montant monétaire. L'incertitude la rendra plus intimidante. J'ai hoché la tête fermement. Oui, mettre fin à l'occupation illégale était la priorité. J'ai serré le poing, sentant qu'enfin je pouvais lever la bannière de ma contre-attaque. Le jour où l'avis a dû arriver, mon téléphone n'a pas cessé de vibrer dans ma chambre de motel. Les appels et les messages de ma mère et de ma sœur ont inondé l'écran comme une tempête. Comme Robert me l'avait conseillé, j'ai simplement regardé leur nom froidement. Pas de réponse, pas d'explication. Comme je ne répondais pas, les notifications de messagerie vocale ont commencé à s'accumuler. Plus tard, pendant une courte pause au travail, j'ai mis mes écouteurs et appuyé sur lecture. Delphine, qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir une sorte de lettre d'un avocat. Tu expulses ta sœur et tu menaces de la poursuivre en justice pour dommages? Es-tu folle de poursuivre ta propre famille? La voix de ma mère était aiguë, presque hystérique, remplie non pas d'inquiétude pour le mal que j'avais subi, mais d'indignation que son petit stratagème se soit effondré. Ensuite vint le tour de ma sœur. De faux sanglots parsemaient chaque mot.
Delphine, comment as-tu pu me faire ça? À nous? Je n'ai nulle part où aller avec mes enfants. Tu n'avais pas besoin de rendre ça si grave, en faisant appel à un avocat. S'il te plaît, parlons-en. Ne me fais pas ça, d'accord? Mais ces mots ont glissé sur moi comme la pluie sur le verre. C'était le même vieux numéro qu'elle avait perfectionné au fil des ans, jouant la victime pour culpabiliser les autres et les soumettre. Si elle voulait vraiment discuter, elle n'aurait pas envahi ma maison et détruit mes biens en premier lieu. Tout se déroulait exactement comme Robert l'avait prédit. Ils essaieront de vous ébranler émotionnellement d'abord. Ne leur cédez pas un pouce. Son professionnalisme calme était mon bouclier. J'ai éteint mon téléphone, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai expiré lentement. Fini de jouer dans leur drame familial. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis que j'avais commencé à ignorer complètement leurs messages. Le cabinet de Robert m'a informé, comme prévu, que ma mère et ma sœur avaient appelé à plusieurs reprises, exigeant de me parler. Il a résumé leur message dans un email concis. Votre mère insiste sur le fait que vous avez perdu la tête et que porter un litige familial devant les tribunaux est insensé. Votre sœur affirme qu'elle est en difficulté financière et incapable de déménager immédiatement. Aucune ne montre l'intention de se conformer à notre demande. Je n'étais pas surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se rende facilement. Il était clair que ma sœur profiterait pleinement de sa position de victime pour essayer d'obtenir gain de cause. Mais Robert avait déjà 2 longueurs d'avance. Dans ce cas, nous passons à l'étape suivante. Nous déposerons une demande d'injonction provisoire auprès du tribunal demandant l'expulsion immédiate. Une fois accordée, elle devient une décision de justice, ce qui signifie que les agents d'exécution peuvent légalement la retirer des lieux. J'ai accepté sans hésitation. Il n'y avait aucune raison de faire preuve de miséricorde. Elles avaient piétiné ma bonne volonté et violé ma propriété. Elles feraient maintenant face aux conséquences légales. Le processus d'injonction a été rapide. Mes preuves, les images avant et après, se sont avérées décisives. Une série de séquences montrait la dévastation que j'avais enregistrée en rentrant chez moi, l'autre, les photographies immaculées de mon dossier, ma maison. La maison telle qu'elle était censée être. Placée côte à côte, elle rendait la vérité indéniable. Une belle maison délibérément ruinée par vengeance. Le tribunal a rapidement statué en ma faveur et a émis un ordre d'expulsion contre ma sœur. Plus tard, j'ai appris d'une voisine ce qui s'était passé lorsque l'agent d'exécution est arrivé pour afficher l'avis sur la porte. C'était quelque chose à voir, Delphine. Ta sœur est sortie en courant, complètement pâle, fixant ce papier comme si c'était une condamnation à mort. Enfin, confrontée au pouvoir absolu de la loi, un domaine où sa manipulation émotionnelle n'avait aucun poids, elle a enfin semblé saisir la réalité de sa situation. Cette nuit-là, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était mon père. Mon père était resté silencieux pendant tout ce désordre. Il n'avait ni arrêté le saccage de ma mère et de ma sœur, ni activement participé. Il avait simplement choisi de fermer les yeux. Puis vint son premier appel depuis des mois. Delphine. Sa voix au téléphone était faible et épuisée. S'il te plaît, peux-tu arrêter ça? Je comprends ce que tu ressens, mais pour suivre ta sœur, pour suivre la famille, nous ne pouvons pas affronter le monde comme ça. Ta mère est déjà une épave. N'en fais pas une affaire plus grande. C'était une supplication. Mais sous ces mots, il n'y avait pas de sympathie pour ma douleur. C'était du protectionnisme, une tentative égoïste de préserver leur paix et leur image publique. Papa, est-ce que tu me dis ça à moi? À la femme dont la chambre a été détruite? Pas à la sœur qui occupe illégalement ma maison ou à la mère qui l'a permis? À ma question silencieuse, il a cherché ses mots. L'appel avec mon père s'est terminé sans résolution. Il n'arrêtait pas de répéter, nous sommes de la famille. Ne fais pas de scène. Et n'a jamais abordé le mal qui m'avait été fait ou la blessure que cela avait laissée. Quand j'ai raccroché, j'ai soupiré, non pas de colère, mais de pitié. Sa peur de faire des vagues avait effectivement permis le comportement de ma mère et de ma sœur. J'ai résolu sur le champ d'arrêter d'attendre de lui une quelconque justice en tant que père. L'injonction provisoire comportait une période de grâce de 2 semaines pour l'expulsion.
Ma sœur partirait-elle volontairement ou se battrait-elle jusqu'au bout? J'ai observé la situation depuis ma chambre de motel, retenant mon souffle. Selon les mises à jour de Robert, ma sœur s'est précipitée pour trouver un avocat et a essayé de monter une défense. Mais avec les preuves si accablantes en notre faveur, leur chance était mince. La veille de la date limite d'expulsion, j'ai reçu un message de ma sœur dégoulinant de haine. Tu as ruiné ma vie. Tu vas me jeter, moi, le bébé que je porte et mes 3 autres enfants dans la rue, n'est-ce pas? Monstre. Les gens comme toi ne méritent pas une maison chaleureuse. J'espère que tu gèles et meurs seul dans cette immense maison vide. Étonnamment, je n'ai ressenti aucune colère en le lisant, seulement une profonde pitié. Même là, elle me blâmait pour tous ses malheurs. J'ai transféré le message directement à Robert sans répondre, intitulant simplement l'email « Message de ma sœur pour vos dossiers ». À midi le lendemain, la date limite d'expulsion. Robert m'a envoyé un bref message par email. Quelque temps après 11 heures aujourd'hui, nous avons confirmé que votre sœur et ses enfants ont quitté les lieux. Félicitations, Delphine. Votre maison vous a été rendue. Quand j'ai lu cette ligne, le nerf tendu du stress en moi a cédé. Mais il n'y avait pas de temps pour la sentimentalité. Récupérer la maison n'était que le début du vrai combat. J'ai immédiatement quitté le motel et je suis rentré chez moi. L'intérieur était pire que ce que j'avais craint, et le voir n'a fait que renforcer ma détermination. J'ai contacté Robert immédiatement et sous sa direction, j'ai commencé les derniers préparatifs pour réclamer des dommages et intérêts. Il y avait les estimations de l'entrepreneur pour la restauration, puis l'inventaire que j'avais méticuleusement compilé, un enregistrement de chaque article qu'elle avait jeté, recoupé avec les photos de ma maison, alors que je me souvenais de chaque pièce et de son histoire. Le total des dommages s'élevait à une somme assez importante pour acheter une maison d'occasion dans une ville de province, un montant que ma sœur ne pourrait jamais payer. Robert a rédigé la dernière lettre de mise en demeure documentant la montagne de preuves et le chiffre. Nous enverrons à nouveau cela à votre sœur sous forme de lettre recommandée. Date limite de paiement, 30 jours. S'il ne se conforme pas, nous déposerons immédiatement une action civile. Il n'y aura pas d'échappatoire. Quelques jours plus tard, ma mère a appelé d'une voix faible et effrayée. Delphine. S'il te plaît, je t'en supplie, arrête. Elle ne peut pas payer ce genre d'argent. Si quelque chose est saisi, elle ne survivra pas. Et ses enfants? Es-tu prête à rendre tes nièces et neveux sans abri? Comment peux-tu être si sans cœur? C'était encore là. Elles utilisaient à nouveau les enfants comme bouclier. La tactique habituelle de ma mère. Maman, tu aurais dû dire ça avant qu'elle ne détruise ma chambre. Tu t'inquiètes pour les mauvaises personnes. Si tu te souciais vraiment de l'avenir de ces enfants, tu arrêterais de fuir tes erreurs et tu leur montrerais une mère qui prend ses responsabilités. Comment peux-tu dire des choses aussi froides? Elle est désolée. Les gens qui sont vraiment désolés n'engagent pas d'avocat pour se battre jusqu'au bout, ai-je rétorqué. J'ai fini de parler à la famille en dehors du conseil. Au revoir. Je l'ai coupé et j'ai mis fin à l'appel. Ce serait probablement la dernière vraie conversation. J'ai tranquillement et définitivement supprimé le nom de ma mère de mon téléphone. À l'approche de la date limite de paiement, Robert a appelé. Delphine, nous avons eu des nouvelles de la partie adverse. Sa voix était toujours aussi calme. Leur avocat dit qu'ils ne peuvent pas payer le montant demandé. Ils demandent une réduction substantielle. S'ils ne peuvent pas payer, ils disent qu'ils déposeront le bilan. La faillite. C'était la menace la plus basse et la plus efficace qu'elle pouvait utiliser. Et elle était prête à l'utiliser. Si elle déclarait faillite, l'indemnisation que je pourrais récupérer pourrait se réduire à un montant négligeable ou, au pire, disparaître complètement. Pendant un instant, le sang m'est monté à la tête, et j'ai failli perdre toutes mes forces. Après avoir détruit ma maison et ma vie, elle avait maintenant l'intention de se cacher derrière la loi, de s'en tirer sans conséquence. L'audace pure de cela me laissa sans voix. Pendant plusieurs secondes, je suis restée silencieuse, les émotions tourbillonnant violemment en moi. Colère, déception, impuissance. Et puis du chaos, une seule réponse incontournable est remontée à la surface. Je vois, dis-je, forçant ma voix à rester stable.
Alors, Robert, s'il vous plaît, poursuivez le procès. Je me fiche de ne jamais récupérer un seul euro. Ce que je veux, c'est que ces actions soient jugées devant un tribunal, publiquement, officiellement. Je veux que le fait qu'elle ne puisse échapper à ses responsabilités soit gravé dans sa vie sous la forme d'un jugement. Après une brève pause, Robert a répondu, son ton empreint d'une note de respect tranquille. C'est une excellente décision, Delphine. J'allais suggérer la même chose. En vérité, l'avocat adverse semblait hésitant. Il sait qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Je crois que le mot faillite n'était qu'un bluff pour ébranler votre détermination. Si nous restons fermes et n'offrons aucune concession, ils n'auront d'autre choix que de céder. Ces paroles m'ont stabilisé. Il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de retrouver ma dignité, ma vie, mes limites. J'ai formellement demandé à Robert de poursuivre le procès. La négociation était terminée. Il revenait maintenant au tribunal de dire la vérité. Et je savais que cette décision romprait les liens fragiles qui subsistaient entre moi et ma famille. Mais je n'ai ressenti aucun regret. L'avis que nous passions au litige est parvenu à l'avocat de ma sœur. Et comme Robert l'avait prédit, la menace de faillite s'est effondrée. Quelques jours plus tard, Robert a reçu un message de l'avocat de ma sœur que l'on pourrait presque qualifier de reddition complète. Ils sont prêts à payer le montant total demandé, mais comme un paiement forfaitaire est difficile, ils ont demandé à payer en plusieurs versements. Comment souhaitez-vous procéder ? J'ai fait une pause un instant pour examiner le rapport de Robert. Je pouvais les traîner en justice, gagner de manière décisive et détruire le peu de réputation qui leur restait. Mais mon objectif n'était pas de ruiner socialement ma sœur. Tout ce que je voulais, c'était rétablir mes droits et lui faire assumer la responsabilité de ce qu'elle avait fait. J'accepterai les paiements échelonnés, ai-je répondu, mais à 2 conditions. Premièrement, l'un de mes parents doit se porter co-garant. Deuxièmement, si elle fait défaut ne serait-ce qu'une seule fois, je conserve le droit d'exiger immédiatement le solde restant du intégral. Et je veux que tout cela soit enregistré comme un document public notarié. C'était le dernier clou, celui qui garantissait qu'il ne pourrait plus jamais s'échapper. Ils ont accepté les conditions. Quelques semaines plus tard, j'étais assise au cabinet de Robert, signant une pile de papiers. Je n'ai plus jamais revu ma sœur. Tout a été géré discrètement par nos avocats. Et c'est ainsi que ma longue et éprouvante bataille a pris fin. J'ai fait réparer la maison sans tarder. Les murs roses de la chambre ont été repeints dans un blanc cassé apaisant, et les rayures sur le sol ont été restaurées.